même dans un pays comme le Maroc, c'est difficile pour les Noirs de peau comme nous. Déjà, je pense que l'esclavage qu'il y a eu de l'homme noir a des conséquences sur les descendants d'esclaves et que quelque part ça nous a marqué et que ça influe encore dans notre réalité de tous les jours, même dans notre être à nous, par rapport aux autres et même par rapport à nous-mêmes, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai remarqué aussi qu'il y a aussi un manque de solidarité aussi chez l'homme noir, qui peut permettre que d'autres viennent de l'extérieur et écrasent. Et j'ai eu deux altercations qui ont failli m'envoyer en prison, tout ça. Et à chaque fois, c'était des hommes noirs qui m'ont attaqué, et qui m'ont attaqué pas pour des bonnes raisons. Mais aujourd'hui, je ne peux pas prétendre que je connais le pays, et je ne peux pas prétendre que je connais l'Afrique. Bloody murder, murder, bloody murder, 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 bloody murder, murder, murder. Thierry, merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, souvent, quand on évoque ton nom, ce qui revient souvent, c'est le combat continu. Tu peux nous expliquer de quel combat il s'agit? Il y a plusieurs combats qui convergent après vers peut-être un objectif commun, mais il y a plusieurs combats. Parmi mes combats, il y a l'idée de faire que les miens ne soient pas condamnés à la prison et à l'illicite. Il y a aussi l'idée de rassembler ce que moi j'appelle les deux France. Voilà, il y a plusieurs voilà, combats. Dans cette notion de deux France, donc il y a la notion de vivre ensemble qui ressort souvent. Ça implique que il y a les uns qui doivent faire un effort d'intégration et les autres qui devraient faire des concessions. Selon moi, qu'est-ce que tu en penses? Non, pas forcément un effort, d'intégration, mais je pense déjà qu'on vit en société, quelle que soit la société dans laquelle tu vis, tu es obligé de faire attention à ne pas froisser ton voisin, tu es obligé donc quelque part, tu es obligé d'avoir un peu de retenue. Tu peux pas faire ce que tu veux, comme tu le veux, quand tu le veux, parce que tu vis, ça s'appelle vivre en société. Mais ça implique, c'est sûr que, je pense en tout cas que le vivre ensemble implique plus que les gens se rencontrent surtout. Parce que je pense que parfois il n'y a pas vraiment de soucis, mais que chacun reste enfermé dans ses préjugés et que des fois il faut mettre de l'humanité derrière les concepts. Quelqu'un peut être blanc et avoir un concept, une idée, un concept sur le noir, et un noir peut avoir un concept sur le blanc, et c'est seulement quand on va se rencontrer et qu'on va pouvoir mettre une humanité derrière ça, et qu'on va finalement pouvoir dire, ou pas, que les choses ne sont pas comme on les avait imaginées. Et pour nous autres qui sommes issus de l'immigration, comment trouver cette place dans cette société qui est bâtie et qui prospère sur l'oppression et l'exploitation des peuples dits du tiers-monde? Comment trouver notre place? Alors je vais prendre mon expérience personnelle. Comment est-ce que moi j'ai fait ma place? Déjà, je me suis battu. Je ne me suis pas contenté de constater qu'on pouvait être victime de discrimination, tout ça. Je me suis battu, je ne me suis pas laissé faire. Je me suis battu 2 fois plus que les autres. Et je me suis battu en essayant de rester moi-même et en essayant de rester le plus possible fidèle à mes convictions et sans faire, en faisant le moins possible de concessions. Donc je pense que toute personne qui est dans cette conception que tu viens de décrire, qu'est-ce qu'on peut faire à part se battre pour essayer de faire changer la balance, de faire pencher la balance? Ça reviendra à demander à la gazelle de changer le tempérament du lion. Est-ce que ça reviendrait Non.
Non, non, ça demande à... Je ne vois pas les choses, comme ça. On est quand même dans un pays où les gens sont... C'est un pays quand même capitaliste, où l'argent a son importance. Et ce que je pense, c'est que arrivé à un certain niveau, il n'y a pas vraiment de noirs, de blancs et d'arabes. Arrivé à un certain niveau, il y a des riches et le reste, du monde. Et donc je pense que c'est pas moi ma façon de voir la vie, hein. Mais cette réalité nous donne l'opportunité de faire des choses. D'accord. Mais si je prends un de tes collègues, par exemple, Black M, il devait se produire dans un événement, dans une commémoration. Black M, je pense qu'il appartient à la classe de ceux qu'on peut considérer comme étant des riches. Pourtant, on a bien réussi. Je sais pas, je connais pas ça. Je me méfie toujours, moi, du fait de faire des pronostics sur la richesse d'autrui. D'accord, ok. Parce que moi, je sais que la vie, elle est plus difficile que ce que les gens prétendent. Et des fois, on m'a attribué des richesses que je n'ai pas. Donc, je fais très attention à ça. Mais voilà, pour revenir à quelqu'un comme Black M, qui est très médiatisé, très populaire, qui, entre guillemets, n'est pas forcément dans subversif. Voilà. Si on a décidé de le boycotter, de l'annuler, c'est bien en raison aussi de son appartenance ethnique. Parce qu'à un moment donné, riche, pauvre ou autre, ça existe, mais c'est pas ce qui empêche qu'on te renvoie à ton identité et qu'on cherche à te boycotter. C'est le cas de Black M dans la musique, c'est le cas de gens comme Karim Benzema dans le sport et tant d'autres. Déjà, par rapport à l'affaire de Verdun, c'est tout à fait. Est-ce que c'était une bonne idée d'accepter d'y aller? C'est tout à fait discutable. Et moi, je pense que c'était une manipulation politique de la gauche et que le but, justement, était de faire réagir ceux qu'on appelle ceux de l'extrême droite pour que ensuite la gauche puisse se positionner comme étant des gens proches de nous. Et donc, je pense que il fallait vraiment réfléchir avant d'accepter d'aller là-bas ou pas. Ok. Dans musique nègre, tu dis partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro. Ouais. Tu peux nous expliquer? Quand tu regardes bien, partout sur le globe, on voit que même dans un pays comme le Maroc, c'est difficile pour les Noirs de peau comme nous. On voit qu'en Libye aussi, on voit qu'aux États-Unis, il y a une couleur quand même dans le monde qui est difficile à porter, c'est la couleur noire. Ouais, et comment ça s'explique ça? Comment ça se fait que, qu'importe les régions du monde, qu'importe les sociétés, les civilisations, le noir est toujours stigmatisé, est toujours synonyme entre guillemets, de paillasson, de sous-homme? Comment tu l'expliques toi, à ton sens? Je l'explique pas. Je ne me suis pas posé la question en ces termes-là, mais après, il ne faut pas non plus faire une généralité absolue. Il y a aussi des pays dans lesquels, même dans ces pays-là, tu vas trouver des gens qui ne vont pas avoir de problème avec le noir. Donc on ne peut pas dire que c'est une réalité absolue. Ouais, bien évidemment. Après moi, les choses que j'ai constatées, sans répondre à ta question, les choses que j'ai constatées, c'est que parfois, déjà je pense que l'esclavage qu'il y a eu de l'homme noir a des conséquences sur les descendants d'esclaves et que quelque part ça nous a marqué et que ça influe encore dans notre réalité de tous les jours, même dans notre être à nous, par rapport aux autres et même par rapport à nous-mêmes, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai remarqué aussi qu'il y a aussi un manque de solidarité aussi chez l'homme noir, qui peut permettre que d'autres viennent de l'extérieur et écrasent. Et justement, en parlant de manque de solidarité par rapport à ça, pourquoi avoir fait le morceau Musique Nègre? Le morceau Musique Nègre, mais c'est quoi le rapport avec le manque de solidarité et le morceau Musique Nègre? Parce que dans Musique Nègre, tu n'es pas tout seul. Ouais. Tu as fait appel à des gens avec qui tu n'avais jamais collaboré.
À part Leno, enfin si. Leno. Ah, tu veux dire dans le clip peut-être? Dans le clip, oui, voilà, pas dans le morceau. Voilà, dans le clip, ouais. tu as fait appel à des gens, tu les as fait venir. Mhm. Je pense que c'était pour la symbolique et c'était pour montrer Bien quelque sûr, chose aussi. bien Donc sûr. c'est pour ça que je te demande D'accord. Ok, c'est pourquoi avoir eu pour répondre à ta besoin question. de faire ce morceau-là, dans D'accord. un premier temps, et ensuite pourquoi avoir fait intervenir beaucoup de personnes. D'accord. Premièrement, c'est en réaction aux propos de Henri de Lesquen qui a spécifié le rap comme étant de la musique nègre, qui parle selon lui, en gros pour lui la musique nègre parle soi-disant la part de bestialité qu'il y a dans l'homme, et que la musique blanche, la sienne, parle à l'intelligence de l'être humain. Et donc j'ai voulu répliquer à... Mais c'est un prétexte, parce qu'en réalité, je m'en fous moi d'Henri de Lesquen. C'est un prétexte pour moi d'affirmer ma négritude et de répondre à d'autres personnes qui sont citées indirectement dans le morceau. Et pourquoi il y a tant d'artistes dans le clip? Parce que quand il dit ça, il s'attaque au rap, à tout le rap. Voilà. Bien sûr. Et du coup, on constate que dans le clip, tu n'as pas fait appel qu'à des figurants noirs. Il y a aussi des maghrébins, des blancs. C'était quoi la raison de cet appel groupé? Parce qu'il y a des maghrébins, maghrébins qui font du rap, il y a des blancs qui font du rap, et il y a des maghrébins et des blancs qui ne sont pas d'accord avec ce que dit Henri de Lesquen. Voilà. Donc ça, et pour moi, l'expérience de ma propre vie m'a appris que je ne peux pas avoir une vision racialiste du monde. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience de ma propre vie. J'ai connu, comme je le dis dans Je suis pas un héros, j'ai connu des noirs qui m'ont trahi, et j'ai connu des blancs qui m'ont soutenu, et inversement. Et donc je ne peux pas avoir une vision, déjà ma religion déjà m'interdit d'avoir une vision racialiste du monde, et même ma propre expérience me l'a démontré, comme je te l'avais dit par exemple la première fois. Au cours de ma carrière, depuis 2001, j'essaie d'avoir un certain discours qui était plus axé vers la paix, tout ça. Et j'ai eu deux altercations qui ont failli m'envoyer en prison, tout ça. Et à chaque fois, c'était des hommes noirs qui m'ont attaqué, et qui m'ont attaqué pas pour des bonnes raisons, qui m'ont attaqué pour des raisons strictement, même pas, c'est de financière, de pouvoir, de prise de position, parce qu'ils pensaient qu'en me chassant de ma place, alors ils pouvaient eux exister. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. C'était Jean Gabin, c'était Black Vénère. Et donc cette expérience fait que je ne peux pas avoir une vision racialiste. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que nous aussi on se recentre sur nous-mêmes pour redéfinir ce qu'on est et où on doit aller? Ouais, mais le problème c'est que on n'est pas un groupe homogène, une seule entité, avec une seule façon de penser. On est autant d'êtres humains que différents. Je pense pas la même chose que toi sur tous les sujets. Je ne vais pas avoir la même réaction que toi sur tous les sujets. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est pareil. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, mais il y a beaucoup de choses qui nous un d'entre nous peut être quelqu'un de bien et l'autre non. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment on ferait pour se rassembler et dire voilà, on va définir, on ne peut pas définir ce que c'est que d'être noir. Justement, plutôt que de définir ce qui est noir, pourquoi ne pas se rapprocher de notre tronc commun culturel? Déjà voilà, ça m'intéresse plus. Tu vois? Ouais. Là, en fait, c'est là où je voulais qu'on vienne. D'accord. C'est là où je voulais qu'on vienne, sachant que tout individu noir dans le monde, il vient du même... Du même foyer civilisationnel. Ouais. Pourquoi ne pas se rapprocher de notre tronc commun culturel pour justement, plutôt que d'exacerber nos différences, voir ce qui nous rapproche? Je suis tout à fait d'accord. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, on dit que tu es un Africain d'Haïti, moi je suis un Africain du Congo, on sait qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont été déportés vers l'île d'Haïti. Ouais, bien sûr. Et que même en termes de phénotype, tu as des Haïtiens que tu peux confondre avec des Congolais et vice-versa. Ouais. Tu vois? Toi et moi, on dit des frères. Tu vois? Donc, pourquoi ne pas regarder ce qui nous rassemble et justement essayer de définir un axe de rapprochement, parce qu'on évoquait tout à l'heure justement le manque de solidarité qu'on avait entre nous qui faisait qu'on était la proie des autres, et ça dans n'importe quelle région du monde, dans n'importe quelle zone géographique.
tu mets un groupe de minorités entouré de noirs, ce groupe de minorités, il aura toujours l'ascendance sur les noirs. N'importe où dans le monde, c'est époustouflant à C'est chaque ce que fois. toi, tu as constaté. Et c'est ce que tu constateras quand tu regarderas toi-même. tu me rappelleras, tu me diras. Et du coup, moi, je voulais te demander, c'est quoi les rapports que toi, tu entretiens avec Haïti et sa culture de manière générale? Pas assez. Pas assez, je te dis la vérité. Quand j'étais jeune, mon père, il m'offrait... parce que les Haïtiens sont des gens qui sont très portés sur la culture, sur la politique aussi. C'est un peuple qui est hyper politisé. Donc moi, quand j'étais tout jeune, mon père m'offrait des livres sur Haïti, sur Toussaint l'ouverture, l'indépendance d'Haïti, tout ça. Et peut-être que finalement, même sans le savoir, eh ben, ça a influencé mes prises de position plus tard dans ma musique. Mais aujourd'hui, je ne peux pas prétendre que je connais le pays. Et je ne peux pas prétendre que je connais l'Afrique, parce que je ne peux pas être de tous les combats non plus. Ensuite, je voulais te demander, quel regard aujourd'hui tu portes sur la situation et la condition des femmes noires? Tu vois, je t'ai dit, déjà, j'ai pas une vision racialiste de la vie, et j'ai pas non plus ce truc, je suis pas tout le temps en train de me Poser la question. poser la question femme-homme, femme-homme, femme-homme. J'ai un discours qui est global, donc j'ai pas une... Ouais, mais même si t'as pas ce regard-là, tu constates quand même qu'il y a des attaques subliminales qui sont faites systématiquement. Aujourd'hui, les dernières Miss France ou les candidates au concours de Miss sont systématiquement la cible de raillerie. Aujourd'hui, dans les quartiers, tu peux entendre des insultes comme Fatou, alors que c'est un prénom, mais qu'on a transformé en insulte. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de oppression de la part des uns sur les autres? Et les uns n'ont pas de couleur dans ce cas de figure. Franchement, j'ai pas beaucoup réfléchi à la question, mais c'est sûr que dans un pays comme la France, ou dans le monde occidental en général, les critères qui sont considérés comme étant des critères de beauté peuvent être des critères qui sont pénalisants pour la femme noire. Est-ce que c'est pas justement, je t'ai parlé d'éducation tout à l'heure, est-ce que c'est pas à nous de redéfinir notre propre paradigme, de manière à ne pas être soumis aux diktats de beauté qu'on cherche à nous imposer, parce que les conséquences sont telles qu'aujourd'hui, tu as des femmes noires qui se décapent la peau, parce qu'on leur fait comprendre que leur couleur, c'est le mal. Dans la langue française, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, c'est noir. Donc on leur fait comprendre que pour être belle, pour être jolie, il faut ressembler à la personne la plus claire qu'on va te montrer, qui elle-même est photoshopée. On va te faire comprendre que tes cheveux, c'est pas des cheveux, qu'il faut que tu te grimes, que tu te fasses des implants, que tu te fasses... Il y a une espèce d'attaque qui est faite systématiquement sur la femme noire, et ça développe un espèce de complexe d'infériorité, aussi bien chez la femme noire que chez l'homme noir. Aujourd'hui, tu vois, je vais prendre l'exemple. En France, l'homme noir, quand même, on a réussi un peu à... Oui et non. Avec les footballeurs, les chanteurs. Justement. Vas-y, dis-moi. Les footballeurs, les chanteurs, etc., qui sont le symbole justement de la fierté noire, entre guillemets. Quand on regarde... Non, attends, je dis pas que c'est le symbole de la fierté noire. Non, bon, pas fierté noire, parce que le mot il est grand, mais un symbole d'élégance. Je dis que moi, par expérience, moi je suis de 1977, je peux te dire que dans la cour d'école, pendant longtemps, jusqu'au collège, on avait papier. On avait papier du tout. La fille qui était la princesse de la cour d'école, elle s'appelait Stéphanie, elle était blonde avec les yeux bleus, et pour elle, pas question de faire un petit bisou au nègre. Et ben tu vois par rapport à ce que tu dis là. Après ça a évolué. Et ben tu vois par rapport à ce que tu dis là. Aujourd'hui, quand on constate tout. Vas-y, je vais te dire quoi? Un chiffre au hasard, mais je suis sûr qu'il est proche de la réalité. 97% des personnalités noires masculines en France sont en couple avec des longs noirs. Toi qui es dans ce milieu-là, maintenant visualise toutes les personnes noires que tu connais en couple avec des noirs. Et pour toi, c'est quoi la raison c'est ça mon interrogation maintenant. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de complexe d'infériorité? Non, tu peux pas dire ça. Je pense que...
Moi, je suis d'accord quand Si tu vis en Afrique Hum, et qu'autour de toi, il n'y a que, il y a que des femmes noires. hum, Et donc forcément, tu vas rencontrer une femme noire, tu vas aimer une femme noire. hum. Maintenant, tu te trouves dans un pays où il y a plusieurs communautés. Tu fréquentes des Françaises dites de souche, tu fréquentes des Africaines noires, tu fréquentes des Maghrébines, des Asiatiques. Tu as plus de possibilités de te mettre avec une noire. Bien sûr. C'est pas, Bien sûr. c'est pas étonnant. Bah voilà, et bah je reprends l'exemple de l'Afrique que tu donnais. En Afrique, Attends, et qu'est-ce que tu dis des hommes blancs qui reprocheraient, qui diraient la même chose et qui diraient beaucoup trop de femmes blanches avec des hommes noirs? bah justement, on peut faire le comparatif, justement. Mais comment tu C'est-à-dire- juges ce discours? Bah, justement, je vais expliciter mon discours. Ouais. On prend l'exemple de l'Afrique, tu regarderas, les seuls chefs d'État africains avec des femmes non noires sont des chefs d'État de pays Ouais, dits mais la plus- francophones. Mais là, ouais, parce que la plupart du temps, c'est des Francophones. chefs africains qui ont été formés en France D'accord. et souvent. D'accord. Et pourquoi l'inverse n'existe pas? Pourquoi on voit très peu de personnalités blanches, de chefs d'État blancs en couple avec des noirs? Pourquoi, par exemple, quand on prend le cas de figure de la France, Ouais. tu regardes toutes les personnalités, l'amour ça se contrôle pas, tu vois. Ça veut dire que tu peux aimer une asiatique, une chinoise, Ouais. qu'importe, ça se contrôle pas. Ouais. Mais quand ça devient un phénomène, on a le droit de se poser la question comment ça se fait qu'arrivé à un certain niveau de médiatisation, on a l'impression que la femme noire est ostracisée. Tu vois. Mm. Et l'homme et la femme sont des reflets. Aujourd'hui, si l'homme noir a très peu d'estime pour ce que sa couleur est, il aura du mal à avoir de l'estime pour ce que sa femme renvoie. Ok, on peut se poser la question, mais après, je connais aussi par exemple beaucoup d'hommes blancs Mhm. qui ne jurent que par la femme noire. Ouais, ça existe. Tu vois ce que je Ça veux dire? existe. Mais on peut se Maintenant, poser la question. voilà, maintenant, Mais est-ce que tu tu as vois, la réponse? Toi qui t'étais déjà posé la moi question. je me suis posé la question. Tu vois, comme si on fait un parallèle aux États-Unis, Ouais. par exemple, qui sont dans un système beaucoup plus communautaire, etc., où la condition de l'homme noir est beaucoup plus valorisée par les noirs eux-mêmes. Tu Mhm. remarqueras qu'il y a des couples mixtes, mais Ouais. il y a également beaucoup de personnalités noires qui sont en couple avec des noirs, chose qui n'existe pas en France. Mhm. Maintenant, quand on s'interroge sur ça, on comprend également que la France est dans un système d'assimilation. Et que pour te faire profiter de ces privilèges, il y a une espèce d'impérialisme mental qui se met en place qui fait en sorte que tu vas plus avoir tendance à aller chez les autres que de te replier sur toi-même. Et tu verras qu'à chaque fois que des noirs vont se lever entre eux pour faire quelque chose, la première chose qu'on va leur dire, c'est vous êtes communautariste. Mhm. Voilà. Pourtant, personne ne reproche aux Chinois dans leur restaurant qui travaillent entre eux d'être communautaires. Personne ne reproche aux Turcs dans les sandwicheries d'être entre eux. Personne ne reproche aux sénateurs à l'Assemblée nationale d'être entre blancs. Mais dès que tu verras des Noirs se mettre d'accord, on va tout de suite se lever et lui dire quoi? Vous êtes communautaire. Mhm. Tu vois? Et ça, c'est une oppression qui fait qu'à un moment donné, les Renois, quand ils veulent faire quelque chose, ils ont systématiquement besoin de l'aval des autres et qui se disent, bon, il ne faut pas qu'il y ait que des Noirs, sinon on va dire qu'on est communautaire. Mais moi personnellement, Mhm. par exemple, moi, mes critères de choix pour mon épouse, ça n'a Mhm. pas été des critères Ouais. de race. Mhm. Mes critères, ça a été est-ce que je peux avoir une confiance totale? Est-ce que je peux lui confier l'avenir de mes enfants? C'était ça mes principaux critères. Et donc il se trouve qu'elle est française, française franco-vietnamienne. Mais ça aurait pu être aussi une africaine ou une maghrébine. Non mais attention, Ouais. je ne m'attaque pas aux individualités. Hein. Là, ce que je parle, je parle vraiment d'un phénomène qui fait que aujourd'hui, on peut sortir une liste, Ouais. on peut sortir 50 noms d'hommes noirs français célèbres. Ils sont tous avec des blanches. Ils sont tous avec des blanches. Il y en a 2 ou 3 qui sont avec des noirs. Tu vois? D'accord. Et ça, cette chose-là, tu peux en discuter avec d'autres personnes, vous constaterez également la même chose. Tu vois? Ouais. Et juste le mot de la fin, tu peux nous parler d'une personnalité noire qui t'a marqué, même si on sait de qui tu vas parler. Ah non, pas forcément, comment tu le sais? Vas-y, je t'écoute. Une personnalité noire Ouais. qui m'a marqué, mais je dirais Malcolm X. Ah, je pensais que tu allais dire Mohamed Ali.
Ouais, non, justement, je savais que tu pensais ça. Non, non, Malcolm X. D'accord. Non, mais moi, je me sens beaucoup plus proche hein, de Malcolm X. Par rapport à qu'est-ce qui t'a. C'est quoi qui t'a. À la fin de sa vie, je me ressens. Tu te sens proche de. Ouais, bah oui. D'accord, ok. Sur ce, merci Kerry. Merci, c'était très intéressant. Ok. Ok, cool.